Bonjour madame, et bientôt ce fut une conversation quotidienne. Je parlais de mes croquis, de mon rêve d'exposition rue des Beaux-Arts et de la cruauté d'un marché de l'art qui semblait ignorer les talents émergents. Elle, à son tour, me confiait des souvenirs d'un Paris que je ne connaissais que par les livres. La belle époque, les salons littéraires, la bohème artistique de sa jeunesse. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle évoquait les rassemblements du quartier latin, le parfum des fleurs du jardin du Luxembourg, ou les promenades en bateau sur la Seine au crépuscule. J'ai réalisé que, malgré notre différence d'âge, nous avions un lien qui transcendait le temps. Geneviève ne me jugeait pas pour mon manque d'argent ni pour mon entêtement à suivre un chemin incertain. Au contraire, elle m'encourageait, voyant en moi la jeunesse d'esprit qu'elle avait peut-être elle-même possédée autrefois. Parfois, avant de partir, elle laissait une petite enveloppe sur la table, avec quelques pièces pour mon café, ou un mot sur lequel on pouvait lire « À l'artiste affamé, que l'inspiration ne vous quitte jamais ». J'étais gêné, mais en même temps profondément touché par sa gentillesse. Elle était comme la grand-mère que je n'ai jamais eue, ou peut-être plus. Peu à peu, les conversations sur l'art et le passé ont cédé la place à des confidences plus intimes. Je lui ai parlé de ma famille éloignée, de la pression d'abandonner l'art pour trouver un vrai métier, et de la solitude qui m'accompagnait souvent lors des longues nuits parisiennes. Elle m'a écouté avec une patience infinie, m'offrant de sages conseils et une épaule bienveillante sur laquelle pleurer. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. C'est par un de ces matins pluvieux, avec l'odeur du pétrichor qui montait de la rue et le bruit étouffé des voitures, que j'ai compris que mes sentiments pour Geneviève étaient en train de changer. Ce n'était pas seulement de l'admiration ou de l'affection. Il y avait une attirance, un désir d'être près d'elle, de prendre soin d'elle, de la protéger. Ses sourires étaient devenus mon rayon de soleil par temps nuageux, et sa présence, un baume pour mon âme tourmentée. Je me suis surpris à l'observer, sa façon de tenir sa tasse, l'élégance de ses gestes, la profondeur de son regard. C'était un amour inattendu, né dans un simple bistrot au milieu de l'agitation de Montmartre. Je rêvais de l'emmener faire des promenades romantiques le long du pont des Arts, de faire son portrait avec les lumières de Paris en arrière-plan, de construire une vie avec elle, malgré toutes les conventions et ma propre situation précaire. Mais, comme dans toute histoire d'amour parisienne, un obstacle se dressait et dans mon cas, c'était la dure réalité. Ma situation financière devenait de plus en plus critique. Le propriétaire de mon petit atelier, M. Dubois, un homme aussi rigide que les baguettes qu'il vendait dans sa boulangerie, menaçait de m'expulser. J'avais besoin d'argent, et vite. C'est dans ce moment de désespoir qu'une proposition inattendue m'est venue d'un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Un vieil ami d'université, Philippe Moreau, qui avait hérité d'une fortune et vécu dans le luxe sur la rive gauche, m'a abordé. Philippe était connu pour son style de vie extravagant, et pour toujours obtenir ce qu'il voulait. Il connaissait ma situation et, avec un sourire énigmatique, m'a offert une opportunité de résoudre tous mes problèmes financiers. La proposition était choquante venant de Philippe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il connaissait mon amour pour l'art, ma passion pour Geneviève et ma pauvreté. Il m'offrit une somme considérable, largement suffisante pour rembourser mes dettes envers M. Dubois, et me permettre de respirer pour continuer à peindre. En échange, il désirait la compagnie de Geneviève, non pas de manière explicite ou vulgaire, mais subtile et élégante. Il admirait son intelligence, sa grâce, sa connaissance du vieux Paris. Il voulait que je la lui présente, que je la convainque d'accepter ses invitations à des dîners raffinés, à des expositions d'art à la Galerie des Offices, ou à des balades en voiture sur la Côte d'Azur, où il possédait une belle propriété. Il voulait profiter de sa présence, de sa conversation, de son charme indéniable. Et, bien sûr, il me rémunérerait pour chaque rencontre. Mon estomac se noua. Partager Geneviève, la femme que j'aimais, qui voyait en moi plus qu'un artiste affamé, qui m'offrait une gentillesse et un amour inattendus, l'idée était répugnante, une trahison de mes sentiments les plus purs. Mais le désespoir est un maître cruel, et des images de M. Dubois me laissant tomber, mes pinceaux rangés et mes rêves brisés envahirent mon esprit. Je me trouvais dans une impasse,
entre amour et survie, entre dignité et nécessité. Philippe sentit mon hésitation et augmenta son offre, mentionnant qu'il pourrait même m'aider à obtenir une exposition, grâce à ses relations dans le monde de l'art. La tentation était presque irrésistible. Pendant des jours, je n'ai pas pu dormir. L'image de Geneviève, avec son doux sourire et ses yeux sages, se mêlait à la voix séduisante de Philippe et à la menace d'expulsion. Je pensais aux promenades que je rêvais de faire avec elle, aux portraits que je voulais peindre, à la vie que je rêvais de construire. Comment trahir cette confiance, cet amour qui commençait à peine à éclore? Mais comment continuer à l'aimer si je n'avais même pas de toi? Avez-vous déjà été confronté à un choix qui remettait en question vos valeurs les plus profondes, sans réponse facile? Laissez un commentaire. Je me suis convaincu que ce serait temporaire, un pont vers un avenir meilleur, où je pourrais vraiment prendre soin de Geneviève, sans l'ombre de la pauvreté. La gorge serrée, j'ai accepté la proposition de Philippe. Mon premier plan était de convaincre Geneviève. Je lui ai dit que j'avais rencontré un mécène, un homme cultivé et charmant, captivé par mes anecdotes à son sujet et désireux de la rencontrer. J'ai imaginé que Philippe était un grand admirateur du vieux Paris, et que Geneviève, avec sa mémoire vive et son esprit élégant, serait la compagne idéale pour lui lors de certaines soirées mondaines. J'ai insisté sur le fait que cette rencontre serait bénéfique pour ma carrière, ouvrant des portes à mes peintures. Geneviève, toujours si gentille et altruiste, a accepté. Elle y a vu une occasion de m'aider, de me voir m'épanouir en tant qu'artiste, sans soupçonner la vérité cachée derrière mes paroles. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Les premières rencontres furent embarrassantes. J'observais de loin, au cœur secret, Philippe venir la chercher en voiture de luxe pour l'emmener à un concert à la Philharmonie de Paris ou dîner dans un restaurant étoilé de la rue Saint-Honoré. Mon cœur se serrait à chaque fois que je la voyais partir, élégante et souriante, ignorant que j'étais, d'une certaine manière, responsable de cet arrangement. L'argent de Philippe commença à résoudre mes problèmes. Je payais Monsieur Dubois, achetais du matériel de peinture et m'offrissais même un vrai café au lait au bistrot. Mais chaque euro apportait un poids de culpabilité. Je voyais moins Geneviève au bistrot, occupée par ses nouvelles obligations sociales, et quand je la voyais, elle était radieuse, me racontant les endroits qu'elle avait visités et les personnes qu'elle avait rencontrées. Elle parlait de Philippe avec une admiration sincère, le décrivant comme charmant, intelligent et à l'écoute. Elle était heureuse, et cela me brisait encore plus. De mon côté, je me sentais de plus en plus isolé. Mes tableaux, autrefois pleins de vie et de couleurs, commençaient à refléter mon angoisse intérieure. Les coups de pinceau étaient plus sombres, les sujets plus mélancoliques. La joie de peindre, celle-là même qui m'avait animé à Montmartre, semblait s'être évanouie. J'étais prisonnière d'un réseau de mensonges, et chaque jour qui passait, le nœud se resserrait. Mes rencontres avec Geneviève au bistrot se raréfiaient, et quand elles se produisaient, je pouvais à peine la regarder dans les yeux. L'étincelle qu'elle voyait en moi, cette jeunesse d'esprit, était érodée par ma propre hypocrisie. Je me demandais si elle remarquerait le changement dans mon regard, la tristesse que je tentais de dissimuler. L'amour que nous éprouvions survivrait-il à une vérité aussi cruelle? Je l'ignorais. Pire encore, Philippe commençait à exiger davantage. Il ne voulait pas seulement la compagnie de Geneviève lors des événements. Il en voulait plus. Il voulait que je la repousse, que je la convainque de passer plus de temps avec lui, loin de moi, peut-être même dans sa propriété sur la Côte d'Azur. Il voulait Geneviève pour lui tout seul, et j'étais l'intermédiaire dans cette douloureuse transaction. Il voulait Geneviève pour lui tout seul, et j'étais l'intermédiaire dans cette douloureuse transaction. À chaque nouvelle demande de Philippe, un morceau de mon âme semblait se briser. Il commença à suggérer à Geneviève de passer un week-end dans sa propriété niçoise, une invitation qu'il présenterait comme une évasion culturelle, une immersion dans l'histoire de la Côte d'Azur, avec des guides privés et l'accès à des collections d'art exclusives. Et moi, le artiste affamé, qui l'avait sauvé, je serais celle qui la persuaderait. L'idée de Geneviève loin, dans un environnement luxueux que je ne pourrais jamais lui offrir, avec un homme qui la considérait comme un trophée, me consumait. À chaque « oui » que j'étais obligé d'accorder à Philippe, j'avais l'impression de perdre Geneviève à jamais,
non seulement au profit d'un autre homme, mais à cause d'un mensonge que j'avais construit. Convaincre Geneviève de voyager avec Philippe fut la tâche la plus difficile jusqu'à présent. Je me suis assis avec elle au cœur secret, là où notre amitié et mon amour avaient fleuri, et j'ai essayé de tisser un récit captivant. J'ai parlé de la chance unique de visiter des musées et des galeries inaccessibles à peu de gens, de la beauté de la Côte d'Azur, de la façon dont elle pourrait inspirer mon propre art, car je pouvais la visiter et peindre ses paysages. Elle m'écoutait avec ce regard doux et perspicace, et pendant un instant, j'ai craint qu'elle ne percevît à travers ma façade. Mais Geneviève, avec sa gentillesse indéfectible, a simplement souri et m'a dit « Marcel, si cela t'aide à réaliser tes rêves, alors j'irai. Ton art est important et si je peux être ne serait-ce qu'un petit élément de ton chemin vers la réussite, je serai heureuse. » Ces mots, prononcés avec tant d'affection et d'altruisme, m'ont fait l'effet d'une lame de couteau. Elle faisait tout cela pour moi, inconsciente du prix réel de sa générosité. Le week-end sur la Côte d'Azur s'est transformé en une semaine, puis en une autre. Les messages de Geneviève étaient remplis de descriptions charmantes des lieux visités, des dîners exquis et des conversations profondes qu'elle avait avec Philippe. Elle semblait sincèrement heureuse, et c'était à la fois un soulagement et une torture pour moi. Soulagement qu'elle aille bien, torture de savoir que son bonheur reposait sur ma trahison. Je me suis retrouvé à errer dans les rues de Montmartre, mes pinceaux immobiles, la toile vierge, comme si mon inspiration m'avait été volée, en même temps que ma tranquillité d'esprit. Les couleurs de Paris, autrefois vibrantes, me semblaient maintenant pâles et fanées. Je ressentais un vide profond, une solitude qu'aucun argent ne pouvait combler. Vous êtes-vous déjà senti tiraillé entre vos besoins et ce que votre cœur réclame? Partagez votre histoire dans les commentaires. Un jour, j'ai reçu un appel de Geneviève. Sa voix, habituellement calme et sereine, était teintée d'une inquiétude que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle m'a dit que Philippe l'avait demandé en mariage. Mon monde s'est écroulé. Le mariage? J'imaginais que Philippe la voulait comme une élégante compagne, peut-être une confidente, mais pas comme une épouse. L'idée de la perdre complètement, de la voir devenir Madame Moreau, mariée à l'homme à qui je l'avais vendue, m'était insupportable. J'ai essayé de dissimuler ma surprise, la voix tremblante, en lui demandant si elle avait accepté. Elle a hésité, puis a répondu non, pas encore, qu'elle devait y réfléchir, que c'était une décision trop importante, et que nos conversations au cœur secret lui manquaient. Moi aussi. Ces mots, m'a manqué, étaient une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. J'ai réalisé, avec une douloureuse lucidité, que je ne pouvais plus vivre avec ce mensonge. L'argent de Philippe m'avait offert un toit et du matériel de peinture, mais il m'avait privé de ma dignité et de la femme que j'aimais. J'avais besoin d'avouer, de dire la vérité, quelles que soient les conséquences douloureuses. Le risque de la perdre à jamais était immense, mais celui de continuer à vivre cette mascarade l'était encore plus. Je me sentais lâche, manipulatrice, traîtresse, mais je ressentais aussi une lueur de courage, l'étincelle d'un amour qui refusait de s'éteindre. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. J'avais pris rendez-vous avec Geneviève dès son retour à Paris. J'avais choisi le cœur secret, notre refuge, le théâtre de tant de moments authentiques. Je savais que ce serait la conversation la plus difficile de ma vie. Je me préparais au pire, sa colère, sa déception, peut-être même son mépris. Mais je lui devais la vérité. Je me devais une chance de rédemption. Lorsqu'elle entra dans le bistrot, avec ce sourire qui illuminait la pièce, mon cœur se serra. Elle était encore plus élégante que dans mes souvenirs, une autre lueur dans ses yeux, peut-être la sophistication que la vie de Philippe lui avait apportée. Elle commanda son café au lait et un croissant, assise près de la fenêtre, comme d'habitude. Mais cette fois, l'atmosphère était pesante, chargée de tout ce que j'avais besoin de confesser. Je baissai les yeux sur mes mains, puis la regardai de nouveau, et pris une grande inspiration. « Geneviève, commençai-je d'une voix rauque, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur bien trop longtemps. » Ses yeux qui brillaient auparavant d'admiration me fixaient maintenant avec une curiosité appréhendée. L'heure de vérité était arrivée, et je ne savais pas si moi ou notre amour y survivrions. « Geneviève, commençai-je d'une voix rauque, j'ai besoin de te dire quelque chose
quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur bien trop longtemps. Ses yeux qui brillaient auparavant d'admiration me fixaient maintenant avec une curiosité appréhendée. L'heure de vérité était arrivée, et je ne savais pas si moi ou notre amour y survivrions. Geneviève, ma voix s'éteignit. Je pris une grande inspiration, sentant le poids des mots me serrer la gorge. Je t'ai menti, à propos de Philippe, à propos de tout. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, sa curiosité se transformant en confusion, puis en appréhension. Ce n'est pas un mécène qui a été captivé par tes histoires. C'était un piège. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, pour que je te le présente, pour que tu acceptes ses invitations, pour que tu passes du temps avec lui. Je vis le rouge disparaître sur son visage. Les traits délicats de son sourire se contractèrent en une expression de choc et d'incrédulité. « Marcel, qu'est-ce que tu racontes ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme si les mots ne pouvaient former une phrase complète. J'étais désespéré, Geneviève, continuai-je, les mots se déversant à présent, un torrent de culpabilité et de honte. Monsieur Dubois menaçait de m'expulser. Je n'avais plus d'argent pour quoi que ce soit. Le loyer, la nourriture, le matériel de peinture. Mes rêves s'effondraient et j'ai vu une issue horrible, je sais. Mais je ne voyais pas d'autre solution pour continuer mon art, pour avoir un toit. Il me payait, pour chaque rencontre que tu avais avec lui. Les mains de Geneviève, qui tenait délicatement sa tasse de café, tremblaient. Elle la posa sur la table avec un tintement métallique qui résonna dans le silence du bistrot. Ses yeux, autrefois sages et sereins, me fixaient maintenant avec une douleur profonde, une trahison plus profonde que n'importe quelle lame. « Tu m'as vendu, Marcel ?» dit-elle d'une voix brisée, un fil de douleur et d'incrédulité. La question me frappa comme un coup de poing au ventre. J'aurais voulu la nier, mais la vérité était cruelle et cruelle. Je ne le pensais pas à l'époque, Geneviève. Je pensais que ce serait un sacrifice temporaire, que j'utiliserais cet argent pour me stabiliser, pour pouvoir prendre soin de toi, pour t'offrir la vie que tu méritais, sans l'ombre de ma pauvreté. J'ai tendu la main pour la toucher, mais elle a reculé légèrement. Un mouvement subtil qui m'a fait plus mal que n'importe quel cri. « Tu ne m'as pas fait confiance ?» a-t-elle demandé d'une voix désormais ferme, mais emplie d'une tristesse lancinante. « Tu pensais que je ne t'aiderais pas si je le savais, que je te laisserais sombrer. Notre amitié, notre affection. Était-ce une imposture pour toi, Marcel ?» Des larmes ont commencé à couler sur son visage, silencieuses et dévastatrices. La voir pleurer à cause de moi était une punition plus sévère que je n'aurais pu l'imaginer. Non, Geneviève, jamais. Je t'aime. Je t'ai aimé depuis le début, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est parce que je t'aimais que j'ai voulu résoudre mes problèmes, être digne de toi, ne pas être un fardeau. Mais j'avais tort. J'ai été lâche. J'ai été égoïste. Et je me déteste pour ça. Je t'ai juré qu'il était un mécène, qu'il était une opportunité pour mon art. Et toi, avec ta gentillesse, tu l'as accepté pour moi. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Un silence pesant et étouffant s'abattit sur nous. Le vacarme du bistrot, autrefois réconfortant, ne ressemblait plus qu'à un murmure lointain, indifférent à mon agonie. Geneviève essuya ses larmes avec un mouchoir délicat, les yeux toujours fixés sur moi, mais avec une expression de déception qui me déchirait. « J'avais confiance en toi, Marcel, » dit-elle d'une voix brisée. « J'avais confiance en ton regard, en ta passion, en ton âme d'artiste. J'ai vu en toi l'espoir, la beauté que la vie tente souvent de nous voler. Et toi, tu m'as trompé, tu m'as utilisé à tes propres fins, aussi désespérée soit-elle. Ce n'est pas vrai, Geneviève, » ai-je supplié, la voix brisée. Je me suis perdu, je me suis laissé emporter par le désespoir et la promesse d'un avenir que je croyais réservé à l'argent. Mais chaque instant passé avec lui, chaque sourire que tu m'as adressé, qui ne m'était pas destiné, m'a un peu tué. Je ne pouvais plus vivre avec ce mensonge. Je t'aime plus que mon art, plus que ma dignité. Je sais que je t'ai profondément blessé, et rien ne peut m'excuser. Mais je t'en prie, donne-moi une chance de te prouver que mon amour est sincère, que je suis prête à payer le prix de ma rédemption. » Elle ferma les yeux un instant, un froncement de sourcils creusant son front. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait un mélange de tristesse et de force tranquille que je reconnus.
Tu m'as mise dans une situation impossible, Marcel, dit-elle d'une voix plus maîtrisée, mais toujours chargée d'émotion. Tu m'as impliqué dans une transaction sans mon consentement. C'est quelque chose qui ne disparaît pas facilement. Ce que tu me demandes maintenant, c'est d'ignorer la trahison, de faire comme si de rien n'était. Et je ne peux pas faire ça. Elle se leva lentement, son élégance intacte malgré la douleur évidente dans son regard. J'ai besoin de temps, Marcel. J'ai besoin de comprendre ce que tout cela signifie pour moi, pour nous. J'ai besoin de comprendre si l'homme que j'aimais, l'artiste affamé à l'âme tourmentée, était réel, ou simplement une partie de ton mensonge. Elle se tourna pour partir, laissant le café au lait intact et le croissant non mangé sur la table. Je la regardais partir, le cœur brisé, le cœur secret, devenant le théâtre de ma plus grande perte. La porte se referma derrière elle, et je restai seul, avec l'écho de ses paroles et le poids insupportable de ma culpabilité. L'avenir que j'avais espéré avec elle n'était plus qu'une toile vierge, tachée par mes propres mensonges. J'avais gagné l'argent, mais j'avais perdu l'essentiel. Et maintenant, la rédemption semblait plus lointaine que jamais. Après la fermeture de la porte, me laissant seul avec l'écho des paroles de Geneviève et le poids insupportable de ma culpabilité, je savais que je ne pouvais plus me cacher. La rédemption ne viendrait pas en attendant. Mon premier geste fut de me séparer de l'argent de Philippe. Chaque billet, autrefois salutaire, me brûlait maintenant les mains du sceau de la trahison. Je ne pouvais plus l'accepter, ce qui signifiait que M. Dubois, le propriétaire de mon atelier, allait bientôt frapper à ma porte. Mais j'étais prête à l'affronter, la tête haute. J'ai vendu quelques-uns des rares biens de valeur que je possédais, des objets de famille que j'avais conservés, pour pouvoir payer le loyer d'un mois supplémentaire. Surtout, je me suis remise à peindre. Mais cette fois, non pas pour le marché, ni pour impressionner Philippe, mais pour moi-même, et plus sincèrement que jamais. Mes toiles exprimaient désormais la douleur de la perte, la quête de rédemption, la beauté fragile et complexe de l'amour. J'ai arrêté d'aller au cœur secret pendant un temps, non par honte, mais pour laisser à Geneviève le temps de digérer tout cela. Au lieu de cela, j'ai commencé à laisser de petits mots sur sa porte, exprimant mes regrets, la profondeur de mon amour et la vérité nue de mon âme, sans attendre de réponse. Les semaines passèrent, et chaque jour était un pas sur un chemin incertain. Marcel vivait sur la corde raide financièrement, mais son âme était plus légère depuis que la vérité était révélée. Un jour, alors que je peignais une vue mélancolique de Paris depuis la fenêtre de mon atelier, j'entendis frapper doucement à la porte. C'était Geneviève. Ses yeux portaient encore la cicatrice de la douleur, mais il y avait aussi une lueur d'espoir que j'osais à peine reconnaître. Elle ne sourit pas tout de suite. « J'ai lu tes notes, Marcel, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « et j'ai vu tes nouvelles toiles. Elles expriment la vérité de ton cœur maintenant. » Elle entra dans l'atelier, son regard parcourant les toiles qui racontaient l'histoire de ma chute et de mon désir de me relever. « Je ne peux pas faire comme si la douleur n'existait pas. Ce que tu as fait est une profonde trahison. »« Je sais, » répondis-je, la voix lourde d'émotion, « et j'en assume les conséquences. Je veux juste que tu saches que mon amour pour toi est sincère et que je suis prêt à passer le reste de ma vie à le prouver, si tu me donnes juste une chance. » Geneviève s'arrêta devant un tableau de Montmartre, le cœur secret, bien en évidence, mais au-dessus duquel planaient de sombres nuages. « L'amour, » commença-t-elle d'une voix pleine de sagesse, est plus complexe qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas seulement de fleurs et de vœux, mais de vérité, de pardon et de la capacité de lire dans l'âme d'autrui, même brisée. Elle se tourna vers moi, et mes yeux croisèrent les siens. Philippe m'a redemandé en mariage, révéla-t-elle. Mon cœur se serra. J'ai refusé, car malgré tout tu m'as manqué, Marcel. Ta vérité m'a manqué, même si elle était douloureuse. Je ne sais pas si nous pouvons redevenir ce que nous étions, mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous reconstruire quelque chose de nouveau, sur les ruines de ce qui a été brisé, avec la vérité pour seul fondement. Ainsi, à cet instant, il n'y eut pas de baiser passionné, mais un regard de profonde compréhension, un pardon en devenir, et la promesse d'un chemin difficile mais honnête. Marcel et Geneviève commencèrent à reconstruire, brique par brique, la confiance et l'amour. Il continua à peindre, trouvant sa voix authentique,
Et elle, avec sa sagesse inébranlable, l'aida à surmonter les épreuves de la vie. La rédemption ne vint pas d'un coup, mais au fil des jours d'efforts, de sincérité et d'amour inconditionnel. Finalement, ils apprirent que le véritable amour exige le courage d'être honnête, même lorsque la vérité blesse, et que surmonter l'adversité n'est possible que si l'on est prêt à affronter ses erreurs et à rechercher la rédemption avec un cœur ouvert. Alors, mes amis, voici l'histoire de Marcel et Geneviève. Un rappel que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus, mais que sa force réside dans la vérité et la capacité de pardonner. Quelle leçon cette histoire vous a-t-elle laissé? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Laissez un commentaire, aimez la vidéo pour que plus de gens découvrent ce parcours et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires que le destin nous réserve.